c'est vrai que je suis un fidèle du graphe, mais bon, c'est seulement la deuxième fois que je viens. Comment? C'est plus facile d'expliquer. Oui. Au fond, je crois que je vais pouvoir faire une transition assez facile avec l'intervention de Diane Kelly, puisque on voit bien dans ce qu'elle nous a dit, dans son discours, même dans les réponses aux différentes questions, les réponses qu'elle a faites aux différentes questions, qu'elle est profondément américaine. Profondément américaine dans quel sens? Dans le sens où on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut être pour, on peut être contre, si vous voulez, mais au moins les Américains savent qui ils sont. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont une idée assez précise de leur fonction à l'échelle planétaire et ils l'appliquent. Que ce soit d'ailleurs, alors il y a des variations, fort heureusement, hein, en termes de stratégie, même à plus court terme, en termes de tactique politique, mais il y a une idée américaine, quelque chose qui réunit les Américains, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas de problème d'identité. L'Amérique, c'est encore un pouvoir fort, et c'est encore vraiment une société qui sait ce qu'elle est, et qui n'est pas, du coup, touchée de la même manière. Même lorsque cette société est touchée sur son territoire, elle a touché très fortement, l'attitude effectivement peut être une attitude effrayée de certaines parties de la population. Il peut y avoir des rétractations locales, mais globalement, il y a une réflexion qui se met en place sur quelles sont les causes, pourquoi est-ce que ça arrive, comment devons-nous réagir. Et il n'y a pas une sorte de sentiment généralisé, paranoïaque, à l'échelle de la société. Alors, je crois que cette question, c'est une question qui est vraiment fondamentale lorsqu'on veut distinguer ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et ce qui se passe aujourd'hui sur le continent européen. Même si c'est très vaste de parler d'emblée du continent européen comme une sorte de bloc unifié, ce qu'il n'est pas, et c'est d'ailleurs une partie du problème. Et là, ça me ramène à une émission de télévision qui a été diffusée au milieu des années 2000, je ne me rappelle plus exactement l'année, où intervenait le célèbre sociologue français Alain Touraine, qui était invité à Bruxelles pour parler dans un grand colloque sur l'islamophobie en Europe. Parler de l'islamophobie en Europe, il était invité à ce colloque. Et donc, les journalistes sont allés le cueillir, comme on fait souvent à la sortie des colloques, pour lui faire une petite émission, pour discuter avec lui. Et on voyait, moi je l'ai vu ça, en fait, j'ai vu l'émission sur Internet, parce que je n'ai pas la télévision, donc j'ai vu cette émission sur Internet. Et c'est assez étonnant ce qui se passe. C'est assez étonnant ce qui se passe, parce que la journaliste lui dit, voilà, nous vivons une époque de catastrophe, rien ne va plus, ça éclate de tous les côtés, c'est chaotique, ça se dérégule, c'est plus comme c'était avant, cette espèce de discours, c'est plus ce que c'était, etc. Et Alain Touraine dit, non, je ne crois pas, pas vraiment. Et il dit, s'il y a un problème, à mon avis, c'est un problème européen. Ça se passe en Europe, s'il y a vraiment un problème fondamental. Alors la journaliste est étonnée, parce qu'elle était là pour parler, rien ne va plus au sens terrorisme, islamisme, etc. Il voulait, qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe, etc. Et donc, elle voulait qu'Alain Touraine embraye là-dessus. Et soit comme tout comme tout bon interviewé par un journaliste de base, c'est-à-dire qu'il ne fasse que confirmer ce que le journaliste croit savoir, c'est-à-dire ses intuitions, mais en le mettant avec des mots un peu plus jolis, puis en donnant en conférence la notoriété, donc une forme de légitimité aux préjugés du journaliste. Mais Alain Touraine étant une vieille baderne de la sociologie, il dit non. Alors ça, le journaliste il dit non, pas du tout. Il dit aux États-Unis, oui, il y a eu un problème avec le 11 septembre, c'était très grave, mais ça a été géré,
ça a été travaillé, il y a eu un certain nombre de forces qui se sont mises en place, etc. Après, il y a eu la crise financière de 2008. La crise financière de 2008 a été une crise extrêmement puissante, qui a touché les États-Unis plus que l'Europe, et pourtant, dans un certain sens, ça fait moins mal aux États-Unis qu'en Europe, parce que c'est en Europe où on voit, il y a eu par la suite, on a vu l'effondrement de la Grèce, les discussions sur l'euro, une multitude de problèmes qui ont surgi. Alors, Alain Touraine, alors la journaliste finit par s'énerver, mais enfin, Monsieur Touraine, je ne veux pas dire sur le plan économique. Je ne veux pas dire sur le plan économique. Ben, Alain Touraine lui dit, mais c'est lié, je suis dans le sujet. C'est étonnant parce que c'était un dialogue de sourds, parce que la journaliste voulait encore, je repartais sur le sujet, dit oui, mais je vous parle du sujet, dit Alain Touraine, je vous parle du sujet parce que l'Europe, c'est le seul endroit sur la planète où il n'y a pas, ou très peu, enfin quelque chose de vraiment infime, mais globalement, il n'y en a pas, où il n'y a pas de croissance. Où il n'y a pas de croissance. Même en Afrique, aujourd'hui, il y a un vrai décollage. En particulier, comme vous le savez, en Afrique de l'Est, il y a un vrai décollage aujourd'hui, du point de vue économique. En Europe, il nous dit, et il dit quelque chose d'intéressant, il dit, l'Europe est un pouvoir faible. Enfin, l'Europe, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ou ça existe mal. Ou ça n'arrive pas à exister. On peut prendre différents points de vue. C'est un pouvoir faible. Dès qu'il y a un problème, même si ça n'a pas touché au départ énormément l'Europe, ça devient un problème monstrueux qu'on n'arrive pas à régler. Et là, ça m'a ramené à la suite de ça, j'ai reçu une demande justement d'Américains, de collègues américains, de l'université d'Harvard, à la suite de petits articles que j'avais publiés sur la question de l'islam post-11 septembre, sur les représentations qui existaient en Europe, et qui me disent, on aimerait bien, on aimerait vous commander un article pour une revue, qui est une revue assez importante, une revue qui est à la fois à cheval sur le plan scientifique, et en même temps de très très grande diffusion, qui est la Harvard International Review. Ils me disent, on voudrait un article qui réponde à la question suivante, et comme font les Américains, une question très simple, mais avec réponse, enfin, qui vous oblige à réfléchir pour trouver des réponses extrêmement compliquées. Ils disent, pourquoi est-ce qu'après le 11 septembre, qui a quand même touché le territoire, puisqu'on parle de territoire, qui a touché la terre, le territoire au sens propre américain, le traumatisme a été, et c'est vrai, on le voit dans les journaux, le traumatisme a été plus fort en Europe qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas arrêté de parler. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de folie furieuse dans le rapport qu'on a fini par avoir avec une entité qui est devenue une entité fondamentalement diabolique. L'islam, ce n'est pas devenu ça aux États-Unis. Aux États-Unis, il peut y avoir des formes de phobie. Ce n'est pas devenu ce que je vais expliquer en Europe. Et ça m'a rappelé l'intervention d'Alain Touraine, et je n'avais pas vraiment réfléchi à cette question sur la spécificité européenne. Et en réfléchissant à cette question sur la spécificité européenne, j'ai commencé à faire des recherches, c'est ce qui a abouti au livre qui sort aujourd'hui, Le mythe de l'islamisation, et c'est sur une obsession collective. Je n'ai pas mis Europe, je voulais mettre je voulais mettre le mythe de l'islamisation de l'Europe. Et là, c'est quand même caractéristique aussi de ce qu'est l'Europe. Vous savez ce que m'a répondu le Seuil? Parce qu'ils ont toute une batterie de spécialistes en marketing, en toutes ces choses-là. Ils m'ont dit, vous mettez ce que vous voulez, mais je ne veux pas voir le mot, me dit mon éditeur, je ne veux pas voir le mot Europe dans le titre du bouquin. Mais pourquoi vous ne voulez pas voir le mot Europe? Mais parce que l'Europe, tout le monde en parle, mais ça n'intéresse personne. C'est-à-dire que si vous mettez le mot Europe, le livre ne se vend pas. C'est simple. C'est pas compliqué. S'il y a le mot Europe, ça ne se vend pas. On sait, il y a des statistiques qui sont faites. On sait, donc vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre collectif, continental, je ne sais pas quoi, vous pouvez mettre le mot France à la limite, mais si vous mettez le mot Europe, alors là, ce n'est pas la peine. On va aller dans le mur, vous pouvez en parler dans le livre évidemment, mais pas dans le livre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, ça n'intéresse personne. Donc progressivement,
je me suis mis à réfléchir sur cette question du rapport entre l'Europe et l'islam. Alors je vais commencer effectivement en parlant d'islam, mais ne pensez pas que je suis hors sujet. Ne soyez pas comme la journaliste face à Alain Touraine, dont on pensait qu'il répondait à côté de la plaque. Parce qu'à travers cette question, je vais ensuite revenir à ce qu'a été l'Europe et aux différentes phases de l'Europe. Comment est-ce que l'Europe s'est vue elle-même, le rapport à l'orientalisme au XIXe siècle, et puis ensuite ce qui s'est passé au XXe siècle avec des pertes d'opposition, mais en maintenant ce que j'appelle une sorte de conscience morale européenne, et puis la perte, le dernier niveau où il y a une perte, à mon avis, d'un autre niveau dans les années 2000 qui explique qu'il y ait cette espèce de nouveau rapport à cette image, hein, qu'il y ait cette espèce de délire de l'encerclement, qui est le titre d'ailleurs de l'intervention. Il y a un nouveau mot qui apparaît au début des années 2000 dans le débat public. Un mot qui existait très légèrement avant, c'est-à-dire qu'il était utilisé. Pas qu'il n'était pas utilisé, mais il devient une sorte de mot-clé qui est utilisé pas par tout le monde, mais par toute une série d'opérateurs médiatiques, puis progressivement aussi par les hommes politiques, puis qui justifie la création d'un certain nombre de groupes qui deviennent des groupes transnationaux, même de ligues, de groupes qui se disent ligues, et qui n'existent pas seulement à l'échelle française, l'échelle nationale, mais qui existent à l'échelle européenne. Et ce mot, c'est le mot d'islamisation. L'islamisation, c'est un mot extrêmement important, extrêmement subtil, parce que il signifie non seulement, il a deux aspects, disons, il a un aspect quantitatif, il a un aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est celui qui se réfère à l'idée selon laquelle il y aurait une partie de la population présente en Europe, européen, mais pas si européen que ça, et pas vraiment européen quand même. Une partie donc européenne et de cette population qui s'accroît dangereusement. C'est la partie quantitative. Les musulmans. C'est une sorte d'accroissement. Et du coup, contrairement aux Américains qui, comme vous l'avez dit, j'ai trouvé intéressant que c'est cela, qui ne comptent pas le nombre des Arabes, le nombre des musulmans, etc., en Europe, c'est exactement le contraire. On compte. On compte sans arrêt en Europe. Il n'y a pas une seule religion au monde qui est l'objet d'une telle comptabilité. Depuis les années 2000, c'est-à-dire on compte le nombre de mosquées, le nombre de minarets, le nombre de rues où il y a des musulmans qui prient, au point de dire absolument n'importe quoi. Par exemple, dans le rapport au territoire, l'expression employée par Marine Le Pen, mais ensuite qui a suivi dans les médias, occupation. Occupation, dire quelque chose, hein, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais occupation au sens d'occupation territoriale, où on nous dit ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez de mosquées, c'est parce qu'ils veulent occuper le territoire, donc ils vont dans les rues, la rue Mira à Paris. Ils occupent le territoire. Alors il y a eu des enquêtes, nous on a fait des enquêtes sur quelles sont ces rues, où elles sont-elles. On en a trouvé 4 en France, à peu près, et c'est 1 heure par semaine, et globalement ça ne provoque aucun problème majeur, à part parfois certains problèmes de circulation. Et les problèmes que ça provoque, c'est quand il y a justement certains éléments d'extrême droite ou venant du Front National ou d'autres mouvements qui viennent justement dire c'est un scandale, etc. Mais bon, c'est sûr que c'est pas l'idéal ce qui se passe. Néanmoins, ce qui est intéressant, sans dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, sans parler d'être d'accord ou pas, ça c'est une autre discussion, mais on pourra y venir dans cette discussion. C'est quand on fait un sondage pour demander aux Français combien est-ce qu'il y a de rues en France où les musulmans qui sont occupés, entre guillemets, par les musulmans, ils répondent en moyenne 186. C'est quand même intéressant. Le rapport à l'occupation du territoire. Comment ? Non, alors justement, Marine Le Pen, qui est plus subtile pour ça que son père, a donné des chiffres qui étaient plausibles par rapport à ce qu'elle sait, c'est-à-dire la réalité, tout en les gonflant un peu, mais pour être sûr qu'on ne lui dise pas qu'elle est paranoïaque, comme les autres. C'est-à-dire qu'elle a dit une quinzaine, me semble-t-il. Parce qu'elle se disait, bon, il ne faut pas que ce soit complètement hors de proportion. Elle est très subtile pour ça.
Elle est très très subtile. Donc vous voyez, on est dans un rapport, cette idée d'islamisation, qui est liée directement au territoire avec cet aspect quantitatif où on compte. Et on ne compte pas seulement en France. On compte au Royaume-Uni. On compte à peu près partout. C'est plus un problème seulement franco-français. C'est pas un problème de laïcité à la française. J'en tiens pour preuve un article à la suite des premières enquêtes qu'on avait menées sur cette question, que j'avais écrit dans le Guardian, le journal britannique, qui est un peu le Monde, l'équivalent du Monde en France, très légèrement plus à gauche, mais pas tant que ça finalement. Et dans ce journal, ce que je disais qui était pourtant dans la ligne, à peu près dans la ligne éditoriale de la direction du journal, donc ça n'était pas quelque chose d'absolument choquant, eh bien ils ont dû, au bout de 3 heures, fermer le forum de l'article qui était aussi publié en ligne, parce qu'il y avait des Britanniques, enfin un nombre de Britanniques qui avaient écrit sur ce forum et qui s'excitaient de plus en plus et qui étaient de plus en plus insultants en disant faut quand même pas charrier, c'est vrai que d'habitude les Français en font trop, enfin, il y a l'arrière-fond rapport entre le Royaume-Uni et la France, mais là, pour une fois, ils font quelque chose de bien, où vraiment ils s'attaquent aux musulmans, aux franco, ils ont des lois là, c'est quand même incroyable que ce type nous dise ce qu'il nous dit. Pour une fois où les frogs ont raison, il faut qu'on nous mette un Français. Et donc, j'ai été mais littéralement insulté au point d'avoir ensuite droit à un autre article le lendemain dans le Guardian, un article positif cette fois, de l'ancien maire de Londres, Ken Livingstone, avec un certain nombre de MPs, de parlementaires britanniques, qui ont fait une lettre de soutien à mon article, en s'excusant au nom des Britanniques sur la dérive du forum. C'est pour vous dire qu'on n'est plus dans une logique franco-française de crise de la laïcité, c'est quelque chose qui existait dans les années 80-90. C'est pour ça que, pour parler du point de vue clinique, vous avez vu, je mets le titre « Obsession ». Au départ, là encore, je voulais mettre « Paranoïa ». Mais l'éditeur m'a dit « Non, on ne met pas « Paranoïa ». Parce que finalement, il y a 70% selon les sondages des Français qui sont dans cette paranoïa. Donc, question marketing encore, vous ne pouvez pas vendre un livre à des gens les traitant de paranoïaques. Puisque c'est eux, au fond. Vous voulez que ce soit eux qui l'achètent. Donc, si vous dites obsession, c'est beaucoup plus général. Les gens ne se sentent pas visés. C'est quelque chose de global. On dit quelqu'un est obsessionnel, c'est pas si méchant que ça. Quelqu'un est paranoïaque, ça veut dire il est quand même dans le délire. Donc, évitons. Mais pourtant, pour parler de façon clinique, et de façon vraiment assez neutre, quand on lit le discours, et on l'a fait depuis 5-6 ans avec les étudiants, dans des analyses de contenu de discours, alors là, sur l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire pas l'ensemble, totalité, on l'a fait sur l'Autriche, on l'a fait sur la Suisse, on l'a fait en France, on l'a fait en Italie, on l'a fait en Espagne, on l'a fait au Portugal, on l'a fait au Royaume-Uni, on l'a fait bien sûr en Hollande, on l'a fait au Danemark, on l'a fait en Norvège. Donc, pas l'ensemble, mais quand même une bonne partie de l'Europe. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans le rapport à l'islam, dans les discours, dans les sondages, parce qu'il y a énormément de sondages qui ont été faits, nous ne sommes plus à proprement parler dans la phobie. Moi, je récuse, une partie de ma thèse, je récuse l'idée d'islamophobie qu'on entend à peu près partout. Du point de vue clinique, il ne s'agit pas de phobie, il s'agit de paranoïa. Quelle est la différence entre une phobie et une paranoïa? En dehors du fait que la phobie est une névrose, qu'une paranoïa est une psychose, ce qui est quand même légèrement plus grave. La phobie, par exemple, lorsque vous êtes arachnophobe, pour parler très clairement, vous êtes arachnophobe, eh bien, vous essayez d'éviter de rencontrer l'objet de votre peur. Lorsque vous ne pouvez pas, vous avez très peur, vous essayez de gérer, vous pouvez prendre des petites pilules, vous pouvez vous faire une raison, comme on dit, enfin, vous pouvez essayer de vous soigner d'une manière ou d'une autre, et vous avez peur de rencontrer l'objet de votre peur, et vous essayez de l'éviter, à tout prix. Gérer de cette façon. La paranoïa, c'est différent. Ça peut se superposer à la phobie. Moi, je pense que ça superpose un peu à la phobie, mais qu'aujourd'hui, on passe vers un équilibre qui est plutôt un équilibre, un déséquilibre, c'est paranoïaque, dans la mesure où, prenons l'exemple des araignées, on revient sur les araignées, on reste avec les araignées, mais cette fois, imaginons quelqu'un qui serait paranoïaque. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas d'araignée qu'il ne va pas avoir peur, bien au contraire. C'est-à-dire que moins il y en a, plus il se dit qu'elle prépare quelque chose. Il n'y a pas d'araignée, c'est encore plus louche que s'il y en avait un.
Parce qu'au moins, quand il y en a, ça me rassure, je peux les écraser, je sais où ils sont. D'où la peur de l'islam, et le fantasme en particulier, de l'islam des caves. À un moment donné, dans le début 2000, on parle de l'islam des caves, ils sont dans les caves. Et donc l'obsession française de rendre visible l'islam, mais de rendre visible l'islam à travers ce qu'on a appelé les mosquées cathédrales. Il faut construire des mosquées cathédrales qui symbolisent... En gros, on en fait des centres culturels, comme ça on sait où ils sont. Ils sont là. Et on a vu cette logique, alors que ce n'était pas la logique, par exemple, à Amsterdam. C'était plutôt une logique d'atomisation des différents lieux de culte. On disait, bon, oui, les Français ont raison, il faut les rendre visibles, on va en faire un grand centre culturel, on va faire des mosquées cathédrales. Mais en même temps, une visibilité, mais une certaine forme de visibilité. Et c'est là où on a l'horreur du voile intégral. Je vous rappelle, au départ, ce que disaient les renseignements généraux, en se trompant d'ailleurs, mais bon, c'est les renseignements généraux de notre côté, qu'il y avait 200 jeunes filles qui portaient le voile intégral, c'est ce qu'on disait aux alentours de 2009, été, printemps, on nous disait, disons, printemps, été, on nous disait il y en a 200. Après, on nous a dit il y en a 2000, enfin des chiffres ronds, enfin, c'est un peu louche en général, c'est un peu suspect, des chiffres comme ça. Cela dit, nous, quand on a vérifié comment est-ce que les renseignements généraux comptaient, on s'est rendu compte que ce n'était pas très utile parce qu'ils allaient à la sortie parfois de mosquées réputées salafistes, qui n'étaient pas forcément salafistes, mais réputées salafistes, la réputation suffit, et qui se mettaient à la sortie, vous imaginez, c'est presque comme dans les films, ils se mettaient à la sortie, et ils comptaient les jeunes femmes qui rentraient et qui sortaient. Mais évidemment, comme elles sont en voile intégral, ils les comptaient plusieurs fois. Donc c'était pas très rigoureux comme comptage. C'était un comptage où, oui, elles sont en voile intégral, pour les compter, on a des petits problèmes, mais à notre avis, maintenant, il y en a 2000. Donc en tout cas, il y a eu ces variations de chiffres, et pour ça, on a fait une loi. Une loi, tout l'appareil, on a mis en place tout un appareil législatif avec des discours. En fait, là, on était déjà dans un glissement de ce que Jean Baudrillard appelait le passage de la politique du sens à la politique du signe. C'est-à-dire que l'important, ce n'était pas de faire sens, puisqu'on savait très bien que ça n'allait pas changer grand-chose sur le fond. Mais par contre, puisqu'on savait que les Français, dans leur grande majorité, parce que dans le même temps, on avait des sondages, on avait des sondages qui indiquaient, par exemple, qu'à peu près 62% des Français, mais c'est valable sur toute l'Europe, à peu près entre 60 et 70%, pensent que les musulmans ont certes un problème d'intégration, mais s'ils ont un problème d'intégration, c'est vraiment parce qu'ils le cherchent. Et d'ailleurs, s'ils sont dans des cités périphériques, c'est parce qu'ils sont bien dans ces cités périphériques, parce qu'ils sont plus concentrés, du coup. C'est comme une armée en ordre de marche, ils sont prêts à nous envahir plus facilement, parce qu'ils sont prêts, en quelque sorte, en ordre de marche. Donc à peu près, on avait des sondages qui indiquaient que c'était entre 60 et 70%, quasiment sur l'ensemble de l'Europe, que la plupart des gens pensaient à ce genre de choses. Donc on imagine que les politiques, ils veulent faire signe. L'important, ce n'est pas de faire sens, c'est de faire signe, c'est-à-dire faire signe, on fait attention à vous, on fait attention à vos peurs, on fait ce qu'il faut pour vous. Ça, c'est valable, hein, pour vous qui avez l'habitude du domaine de la santé. Moi, je me suis un peu intéressé à la santé, j'ai écrit quelques petites choses sur ces questions. La politique du signe, elle est déployée dans le domaine de la santé, peut-être encore plus qu'ailleurs, puisque c'est le domaine des peurs intimes sur notre intégrité physique, ce qu'on fait pour nous, ce qu'on ne fait pas pour nous. Donc les problèmes arrivent, et puis au moment où les problèmes arrivent, on a une politique du signe, on va faire des lois. Ce que le Conseil d'État, d'ailleurs, dans un rapport, a fini par appeler la dérive déclarative de la loi. C'est-à-dire des lois qui servent de plus en plus à rien, mais si elles servent à faire signe qu'on s'occupe de vous. On pense à vous, regardez, on a fait une loi. Même si ça s'applique pas, c'est pas très important. Donc, la paranoïa, c'est un rapport à l'autre qui est différent de la phobie. C'est-à-dire, vraiment, on n'est plus dans l'idée qu'il se passe quelque chose dont on a peur, et c'est là où on passe à la notion. Si on était seulement sur le quantitatif, parce que le comptage, il commence avant, l'idée de cette obsession contre le nombre musulman. On passe de ce que j'appelle de l'immersion passive, c'est-à-dire la peur d'être immergé passivement, c'est-à-dire en gros ils ne font pas exprès, c'est-à-dire que ces araignées-là, on en a peur, mais enfin elles ne nous veulent pas forcément du mal, elles vont peut-être nous piquer, mais elles ne font pas exprès, c'est-à-dire ces musulmans, bon ils se reproduisent plus vite que nous, mais ils ne font pas exprès, c'est parce qu'ils sont inférieurs. Je vous dis le discours, qui est le discours
très clair. On le trouve sur Internet, parce que sur Internet, aujourd'hui, c'est très intéressant pour le sociologue. Surtout les forums. Moi, je mets les étudiants sur les forums. Parce qu'on se lâche. Et quand on se lâche, c'est ce qui est incorporé, pour parler comme Bourdieu. C'est pas ce qui est réfléchi, ce qu'on dit en se contrôlant. Et là, c'est vraiment les discours qu'on observe. Donc, on n'est plus dans cette idée d'immersion passive, c'est-à-dire qu'en gros, ils nous mettent en danger, mais ils ne font pas exprès. Ils s'accroissent, mais ils ne font pas exprès. Ils immigrent, mais ce n'est pas de leur faute, parce que dans leur pays, etc. Hein. Mais on passe à un deuxième niveau qui est caractéristique de la paranoïa, Ils le font exprès, c'est-à-dire qu'ils ont une intention, ils ont un plan. C'est la théorie du complot, si vous voulez, l'idée qu'il y a une conspiration, il y a une intention. Et on voit apparaître une idée qui se développe. La première fois qu'on a un système cohérent exprimant ce plan, c'est dans les écrits d'une femme, d'une universitaire née en Égypte, qui a été chassée par Nasser à l'époque où il y avait une sorte de pogrom en Égypte il y a quelques dizaines d'années vis-à-vis des Juifs, parce qu'elle était d'origine juive, et qui a dû ensuite partir en Suisse, et puis qui a fini universitaire en Angleterre, et qui s'appelle Batior, et qui a écrit un livre qui est fondamental, parce que je vous signale que le contenu de ce livre, c'est ce qui figurait sur l'ordinateur de Anders Breivik, l'assassin des 77 personnes qu'il a tuées uniquement parce que comme ils étaient supposés être multiculturalistes, ils faisaient le jeu de l'islamisation et donc de l'effondrement de l'Europe. C'est-à-dire que les écrits qu'ont trouvés les policiers dans son ordinateur, c'est les écrits de Batior, ou du moins ce qui passe sur Internet. Qu'est-ce que dit Batior ? Elle invente un concept qui est le concept de Rabia. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, ce concept de Rabia, du point de vue justement clinique. Quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle dit, en gros, parce qu'il y a une petite revue qui, dans les années 70, s'est appelée la revue Rabia, et qui était financée par la CE à l'époque, la Communauté économique européenne, et qui était pour établir des relations apaisées entre l'Europe et le monde arabe, etc. Et elle dit, cette revue, c'est la couverture du complot. C'est la couverture d'un complot à grande échelle qui est en train de se mettre en place. Elle dit, en gros, les Européens, depuis, vous voyez le rapport entre l'économie, depuis les chocs pétroliers, depuis les 2 premiers chocs pétroliers du début puis du milieu des années 70, sont dans une situation économique et sociale dramatique. Ça va être la sortie des 30 Glorieuses, et c'est vrai, ça va arriver très très vite à la suite de ça. Et donc ils ont vraiment le sentiment qu'ils ne peuvent plus faire le poids face aux États-Unis. Ils ne peuvent plus faire le poids face aux États-Unis. Et donc ce que font les Européens, pour le faire vite, ils vont se vendre au monde arabe, à coups de pétrodollars. C'est-à-dire qu'ils vont se faire acheter par le monde arabe à coups de pétrodollars. Mais qu'est-ce qu'ils donnent en échange, nous dit Batior. Ce qu'ils donnent en échange, c'est qu'ils ouvrent leurs frontières à l'islam, et c'est qu'ils vont avoir une politique pro-palestinienne qui fait le jeu des Arabes et des musulmans. Ils vont accepter d'ouvrir leurs frontières et ils vont subir cette immigration, c'est-à-dire qu'ils vont accepter d'être envahis par une sorte de réflexe narcissique pour pouvoir lutter contre les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que cette thèse, elle va être au cœur de toute cette logique de l'islamisation et d'intentionnalité. C'est-à-dire que l'immigration ne serait plus seulement une immigration, on vient parce qu'on veut profiter de l'Europe au sens profiter de ses infrastructures pour faire quelque chose de sa vie, etc. Non, on vient en Europe parce qu'on veut l'envahir et on veut l'occuper, c'est-à-dire c'est concerté. Jusqu'à la fin des années 80-90, vous aviez un rejet de l'immigration en France, en Turquie, au Royaume-Uni. Vous aviez, moi ce que j'ai appelé, au Royaume-Uni, vous aviez un rejet de la pakistanisation, et je ferai référence, quand je parlerai des différentes étapes, à des discours d'hommes politiques britanniques parlant de pakistanisation, dès les années 60. Vous aviez ça déjà. Vous avez en Turquie des discours extrêmement durs sur la turquisation. Vous aviez en France des discours extrêmement durs sur l'arabisation de la France.
pour reprendre une expression du grand général, du général de Gaulle, sur la bougnolisation. Expression du général de Gaulle, citée par Alain Pierrefitte dans C'était de Gaulle, où il a une conversation avec son ami Raymond Drône, compagnon de la Libération, conversation célèbre, où Raymond Drône lui dit « Mais vous exagérez, mon général, enfin, mais pourquoi vous exagérez, vous pensez qu'il y a un problème d'immigration, etc. » Et le général, pour se faire comprendre, parce qu'il y en avait marre de cette espèce de remise en cause par Raymond Drône dans son... Il lui dit « Enfin, mon cher Drône, vous donneriez pas votre fille à un arabe, vous n'allez pas vous laisser bougnoliser. » Alors là, à l'évidence, Raymond Drône ne répond plus parce qu'il a compris, oui, évidemment, je ne donne pas ma fille à un arabe. Vous avez raison. C'est très intéressant quand même, parce que, question rapport au territoire, le territoire est directement lié à nos femmes. Parce que le territoire, c'est le territoire de désir, le territoire, c'est l'enracinement, le territoire, c'est la reproduction, le territoire, c'est l'ensemble des valeurs, etc. Donc ça passe aussi par nos femmes. D'où les fantasmes par rapport à l'autre, par rapport à l'altérité de l'autre, sur sa puissance supposée, y compris sur sa puissance sexuelle supposée. Le rapport au territoire et à l'envahissement est aussi directement lié à ça. Donc on a vraiment cette situation où, quand on était dans ce délire passif, c'est-à-dire oui, encore dans la phobie, on pouvait dire c'est la peur de la pakistanisation, c'est la peur de la turquisation, c'est la peur de la bougnolisation de Gaulle. Mais c'est passif, ils n'y peuvent rien, je reprends encore une phrase de Gaulle, avec leur turban et leur djellaba. Il faut arrêter, s'il y a trop de turbans et de djellaba, on ne va plus se reconnaître dans nos rues. Néanmoins, c'est passif, c'est pas de leur faute. Ici, ils restent dans leur jus, ça ne pose aucun problème. À partir des années 2000, l'intérêt de faire référence à l'islam, c'est que le Pakistanais au Royaume-Uni, le Turc en Allemagne, l'Arabe en France, ils ont pour point commun supposé, parce que c'est seulement un point commun supposé, là il faudrait parler encore des statistiques sur le nombre de musulmans réels, supposés, putatifs, réellement pratiquants, etc. Supposés. Et du coup, on se met à dire, au lieu de dire pakistanisation, bougnolisation, on dit islamisation. Et comme c'est une religion, donc on suit une idéologie, on suit une doctrine, ça permet de projeter une intention commune, ça permet de donner à des phénomènes différents, qui dépendent de variables historiques différentes, il y a des points communs, mais de variables historiques assez différentes, de les unifier dans la logique paranoïaque pour dire c'est un projet unique. Et pour dire que c'est un projet unique, il faut trouver un point commun, puisqu'il faut trouver une intentionnalité unique. Il faut qu'il puisse y avoir une intention. Et donc on dit islamisation d'un seul coup, bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est ce qu'il voulait. Et c'est déjà ce qu'il y a dans le discours, c'est ce qu'il y a dans le discours de Rabia. Le discours de Rabia, c'est le discours qui a été repris par Oriana Fallaci. Ce n'est pas un discours de droite ou de gauche, c'est ça. C'est-à-dire qu'en Europe, on est passé aujourd'hui, non plus à une extrême droite nationaliste, même avec par exemple Jean-Marie Le Pen, avant, mais ce qu'on trouvait déjà à peu près partout en Europe, à progressivement un populisme européaniste, qui n'est plus vraiment nationaliste, qui est européaniste, qui se ligue à l'échelle européenne. Je vous donne un exemple. J'avais été convoqué, enfin on m'avait fait la demande, la LICRA et d'autres associations de défense des droits de l'homme, contre le racisme, etc., pour être experts témoins dans un procès au tribunal de grande instance de Paris qui s'est déroulé l'année dernière contre un site qui s'appelle Riposte laïque, qui est en gros un site anti-islamisation, qui est obsédé par l'islamisation, qui ne parle que de ça, vraiment que de ça, et qui est un site issu au passage de l'extrême gauche républicaniste, puisque son fondateur écrivait dans la revue Res Publica, qui est une revue au départ d'extrême gauche, et qui maintenant est devenue une sorte d'unité, parce que le pays est perdu, l'Europe est perdue, on doit tous s'unir. Ce qui est intéressant, c'est que, si je parle de ce procès, c'est que moi j'ai vu venir comme témoin de la défense Oskar Freisinger. Je ne sais pas si vous savez qui est Oskar Freisinger. Oskar Freisinger, il est député suisse, qui a lancé
l'initiative populaire de la votation pour l'interdiction des minarets en Suisse. La Suisse qui est un pays infesté de minarets, puisqu'il y en a 4 sur l'ensemble du pays. Vraiment, c'est vrai qu'il y avait nécessité de faire une votation nationale. Au passage, ce qui confirme encore la thèse de la paranoïa, les cantons où il y a le plus de musulmans, donc le canton de Genève, sont parmi les seuls cantons qui ont voté contre la votation. Par contre, ceux où il y en a le moins, c'est-à-dire paradigme de la paranoïa et pas de la phobie, c'est là où le vote a été le plus dans le sens de il faut absolument interdire les minarets, parce que sinon rien ne va plus, c'est évident que la Suisse va perdre son paysage diaconique. Mais c'est pas seulement Angela Merkel, elle a dans un débat, il y a eu tout un débat pendant une semaine et demie en Allemagne qui a défrayé la chronique sur la hauteur des minarets, qu'il ne fallait absolument pas que ça dépasse la hauteur des clochers des églises, parce que sinon ça remettait en cause notre histoire, enfin l'histoire de l'Allemagne, l'histoire européenne, etc. Donc, cet Oskar Freisinger, il était là pour venir défendre ses copains de riposte laïque. Mais témoin de quoi? Témoin que c'est vrai, qu'ils sont partout, qu'ils n'ont pas l'air d'être partout, mais ils sont partout. Et quand on ne les voit pas, ils préparent quelque chose, et c'est ce qu'il a dit. Et mon rôle à moi, dans ce procès, c'est quand même assez fascinant, je trouve, c'est de dire, la question c'était, est-ce qu'il y a discrimination qui porte sur des individus du fait de leur croyance religieuse, ou est-ce que c'est seulement un débat doctrinal, c'est-à-dire qu'en gros, si les gens de riposte laïque avaient dit l'islam c'est l'horreur, ça ne posait pas problème. C'est-à-dire qu'on peut insulter une doctrine, parce que c'est la liberté du dialogue. En revanche, on ne peut pas discriminer ou insulter des gens du fait de leur religion, de leur croyance, c'est-à-dire de leur être, de leur identité, si vous voulez. Donc toute la question était de savoir, est-ce que c'est relatif à l'identité d'un certain nombre d'individus, ou est-ce que c'est relatif à une doctrine, un débat doctrinal, où cette doctrine est complètement stupide, elle est ridicule, on a le droit de le faire. Et moi, je défendais que c'était destiné aux individus, puisque dedans, il y avait toute une série d'articles, mais entre autres, il y avait écrit « Islam dégage ». Islam dégage, ça ne veut pas dire doctrine dégage, ça veut dire les gens qui sont musulmans dégagent, ceux qui sont dans la rue dégagent. Et alors, à ce moment-là, pour se défendre, c'est magnifique cette défense, les prévenus, enfin, pas les prévenus, oui, c'était prévenus, effectivement, mais sans être condamnés, mais ils ont été condamnés, vient pour se défendre, et il dit, pas du tout, je n'ai absolument rien contre ces humains, contre ces gens. La seule chose, c'est qu'ils sont musulmans, et je veux les aider à s'en sortir. C'est-à-dire que je vais les aider pour faire en sorte qu'ils ne soient plus musulmans, et finalement, c'est la meilleure intention du monde. Alors, le président m'a demandé si je voulais dire quelque chose, je lui ai dit, non, sauf CQFD. Et on a gagné le procès. Évidemment, quand même, parce que ça fonctionne quand même un petit peu. Donc vous voyez qu'on est dans cette logique, une autre des caractéristiques de cette logique, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, une autre des caractéristiques de cette logique, entre phobie et paranoïa, c'est que ce qui caractérise la paranoïa, parce que c'est une psychose, c'est-à-dire ce délire de l'encerclement, c'est-à-dire qu'ils sont là, même s'ils ne sont pas visibles, c'est encore mieux lorsqu'ils ne sont pas visibles. D'où petite parenthèse, le rapport au voile intégral, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est pas un problème. Moi, je suis fondamentalement contre le voile intégral en tant que tel, mais par contre, je suis aussi contre le fait qu'on fasse une loi spéciale pour interdire quelque chose qu'on pouvait régler d'une manière différente, parce que ce n'était pas un problème de sécurité nationale, contrairement à ce qu'on a dit. Enfin, ça, c'est un autre débat sur lequel, évidemment, chacun peut avoir ses idées. Mais en tout cas, sur le fond, ce qui est intéressant sur le voile intégral, c'est que c'est par excellence la synthèse de la phobie et de la paranoïa, parce que c'est de la provocation, c'est le visible, mais en même temps, c'est une stratégie parce que c'est invisible, c'est-à-dire c'est le visible qui se cache. C'est-à-dire on se rend ostensiblement visible pour se cacher derrière le voile intégral. C'est-à-dire qu'on se cache, on se rend visible pour se cacher. Donc alors là, c'est l'horreur de l'horreur. C'est la totale, si je puis dire, du point de vue clinique.
Donc une autre des caractéristiques de ce processus d'islamisation, de cette idée d'islamisation, c'est l'idée selon laquelle nous vivons une situation d'urgence. C'est-à-dire que le péril est imminent. On ne le voit pas, mais c'est imminent. Et quand le péril est imminent, ça veut dire que tout signe, même signe mineur, est la manifestation émergée de quelque chose de beaucoup plus profond. Moi qui suis un peu hypocondriaque, je dirais que ça ressemble beaucoup à l'hypocondrie. Oui, je dis hier que j'avais peur de l'avion, effectivement, c'est aussi l'hypocondrie. Mais l'avion soigne mon hypocondrie, j'y pense plus quand je suis en avion. L'hypocondrie fonctionne comme ça. C'est l'autodiagnostic. Et le moindre petit signe manifeste le caractère d'urgence de notre fin prochaine, nous hypocondriaques. C'est-à-dire que vous avez un petit grain de beauté sur le visage, le grain de beauté en lui-même n'est rien, mais certes, il ne serait rien s'il n'était pas la manifestation externe du cancer généralisé qui est déjà en train de me terminer. Il ne serait rien. Eh bien, on a assisté à peu près à la même chose du point de vue structurel. Encore une fois, on peut être d'accord ou pas, mais je vous demande juste de suspendre votre jugement un instant sur les préjugés que vous pourriez avoir, sans partir négativement sur l'idée de préjugés. On a tous des préjugés, ce que Durkheim appelait des prénotions sur le monde social. Et de suspendre un instant pour remarquer que, par exemple, je prends juste un exemple, l'exemple de la mode halal, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des rayons halal dans les grandes surfaces. Un petit peu. Moins que les rayons bio, moins que les rayons sans gluten, moins qu'un certain nombre de choses. C'est-à-dire, c'est... Voilà, le cachet. On suppose que puisque c'est halal, ça ne peut pas être une simple stratégie commerciale de Carrefour. Ça ne peut pas être une simple évolution, au contraire, moi ce que je défends, parce que j'ai essayé de le montrer, des sociétés post-industrielles où chacun essaye de se distinguer par des modes de consommation particuliers, les uns sont végétariens, les autres sont ceci, les autres sont cela. Alors les musulmans, certains musulmans, bien, il y a un retour effectivement à une forme de visibilité religieuse, alors ils mangent halal, etc., etc. Non, on ne suppose même pas que ça puisse être ça. On dit, ça veut dire que ça a commencé. Un peu comme dans Les Envahisseurs, la série avec David Vincent. Ça veut dire que c'est un petit signe, c'est juste le petit doigt sur le bout du doigt, mais c'est plus que ce qu'on croit, c'est toujours plus que ce qu'on pourrait croire. Ça a commencé. L'envahissement a commencé. Ils sont déjà là, ils s'habituent, il faut qu'ils mettent en place les structures pour pouvoir être bien, donc nourriture halal, etc., etc. Cette situation d'urgence, elle justifie quoi? Elle justifie que, au moindre signe, on peut prendre des mesures disproportionnées, puisqu'en réalité, le danger est tellement immense, puisqu'on est en situation d'urgence, qu'il est lui-même disproportionné. C'est-à-dire ce qu'on va vivre, et c'est là où je veux en venir, ce qu'on va vivre, c'est même pas quelque chose c'est pas un désastre dont on pourrait fixer un périmètre stable, puisqu'on est dans la paranoïa. C'est-à-dire c'est pour ça que d'après moi, on passe de la prévention, au sens de Jonas, à la précaution. La prévention, c'est lorsqu'on essaye de prévenir un désastre imaginable. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut arriver ça. Donc on va essayer de prévenir, on va prendre des mesures spécifiques, ciblées. On va dire oui, dans les cités, il faut faire attention parce que là, il y a des cellules dormantes, il y a ceci, il y a cela, il y a des problèmes économiques et sociaux, il faut faire aller la police, il faut faire ça. Non, non, là, c'est pas ça. C'est la prévention parce que ce qui va arriver, ce qui va sûrement arriver, ce qui est sur le point d'arriver, on ne sait pas exactement quand, mais ça peut arriver n'importe quand, on voit les signes des temps, le halal, etc. C'est inimaginable, tellement que c'est désastreux. Et comme c'est inimaginable, toutes les mesures sont possibles. Toutes les mesures sont possibles, elles n'ont pas à avoir de limite. Alors certes, ça pose un petit problème quant à la Constitution, cette histoire de loi sur l'interdiction du voile intégral. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que la Constitution par rapport à ce risque inimaginable que nous sommes en train de prendre? Alors certes, pour le Parti socialiste au Sénat, qui va voter une loi qui demande la neutralité des nounous dans l'exercice, et qui a été votée à la majorité du Sénat, majorité socialiste, qui demande aux nounous de garder la neutralité
whatever it means, sur leur lieu de travail. Il faut quand même que vous vous rendiez compte des conséquences, de l'absurdité de la chose, voir à quel point c'est absurde, même non seulement du point de vue juridique, du point de vue social. Je vous renvoie aux travaux de Jean Bobéro dans son bouquin « La laïcité falsifiée ». C'est hallucinant. C'est-à-dire que ça veut dire que les nounous, qui gardent des enfants, vont devoir être neutres au sens aussi chez elles, lorsqu'elles gardent des enfants. Elles ont un signe d'islamité au mur décoratif, on pourra dire qu'il faut qu'elles l'enlèvent. C'est-à-dire qu'on pourra l'interpréter comme ça. On pourra dire même, à la limite, comme disait une sénatrice au Sénat lors des débats, est-ce que ça veut dire qu'elle n'aura plus le droit de cuisiner halal, même si c'est pour elle, lorsqu'il y a des enfants qu'elle est en train de garder? C'est-à-dire que, du point de vue des conséquences, en tout cas interprétatives, ça peut aller jusque-là. Rendez-vous compte de l'absurdité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque? On va voir déferler des armées de nounous sur le patrimoine culturel européen. Alors moi j'ai un ami qui me disait, lorsque je lui en parlais, que j'essayais de comprendre, il me disait, il ne faut pas que tu essayes de comprendre ce que ça signifie du point de vue pragmatique. Il ne faut pas que tu essayes de comprendre la logique, etc. Il faut comprendre autrement. Je sais que tu n'aimes pas Lacan, c'est vrai, je n'aime pas bien Lacan. Parce que je ne le comprends pas, c'est pour ça que je n'aime pas Lacan. Mais du coup les lacaniens me disent, c'est bon signe si tu ne le comprends pas, on s'en sort plus. Voilà, bon. Il me dit, peut-être qu'il faut le comprendre autrement, réfléchis-le comme ça, à cause des nounous, nous ne serons plus nous. Alors, voilà, c'est Lacan. Alors, je me suis dit, sur le moment, ça a l'air un peu absurde, mais pas plus absurde que la mise en place de tout un appareillage, de toute une industrie législative pour se défendre du petit grain de beauté, comme s'il s'agissait d'un cancer généralisé. Une autre caractéristique de l'hypocondriaque, c'est qu'il a une obsession, il est obsédé par le fait, par les faits. Il est obsédé par les faits. Et il connaît mieux sa maladie que le médecin. Le problème, c'est l'interprétation qu'il en fait. C'est quelque chose. Quand je vais voir un médecin, j'ai tellement peu confiance, ce qu'il peut me dire, que je lis, avant sur le dictionnaire médical, maintenant sur Internet, ce qui fait que quand j'arrive, j'ai un diagnostic tout fait, avec les différentes hypothèses, et même les réponses à ce qu'il essaie de me donner comme diagnostic, en lui disant oui, mais pas vraiment ça, parce que vous dites que c'est tel lombaire, mais de notre côté, tel lombaire, c'est plutôt le nerf crural, alors que vous êtes en train de me faire croire que c'est la sciatique, donc je ne le sentirai pas comme ça, etc. etc. Et donc c'est très embêtant pour le médecin, et là en l'occurrence c'est très embêtant pour le sociologue ou pour le chercheur, parce que l'hypocondriaque en question, le paranoïaque en question, il va chercher le fait. Rappelez-vous, le paranoïaque, il va chercher, il n'attend pas que ça arrive, il va chercher. Et ces éléments, il va les interpréter, et il va prendre des éléments qui sont réels. Il va prendre des éléments qui sont réels. La concentration urbaine. Sauf qu'il va dire la concentration urbaine, c'est pour être en ordre de marche, pour mieux nous attaquer. Il va prendre une certaine forme d'immigration, mais il ne va pas l'interpréter par rapport à l'histoire. Il va prendre les paroles de certains individus dans des contextes particuliers. Mais il va prendre des choses réelles. Et il va chaque fois les interpréter dans le sens de sa maladie. Et si on lui explique, si on lui montre que c'est absurde, là, il ne le croit pas, c'est-à-dire qu'il ne le voit pas. Du point de vue cognitif, il ne le voit pas. Alors ma question fondamentale, finalement, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? C'est-à-dire comment est-ce qu'on a pu arriver à cette espèce de nouveau populisme qui est en train de, j'allais dire rééquilibrer, non, de déséquilibrer l'ensemble de la vie politique européenne, au point que un individu d'extrême droite qui serait tombé dans le coma à la PHM, par exemple, dans les années 80, et qui, parce qu'à la PHM, on est vraiment très très bon, aurait réussi à se réveiller dans les années 2000, avec un hôpital sous la direction de Jean-Paul Segat, donc parfaitement bien structuré. Cet individu se serait réveillé, et imaginons que ce soit un individu d'extrême droite, d'un seul coup il veut retrouver ses anciens amis, c'est toujours pareil, quand on a été absent pendant longtemps, on a envie de se sentir en famille, de se sentir bien, donc il va revoir ses anciens amis, donc il va dans des conférences de Marine Le Pen, et alors là il est sous le choc. L'individu est sous le choc, parce que dans le discours de Marine Le Pen, j'ai pris des extraits, puis en montrant que c'est à peu près la même chose que ce qu'on trouvait en Hollande et ailleurs. Dans le discours de Marine Le Pen, il va y avoir alors la défense des homosexuels. Alors Marine Le Pen, les homosexuels, c'est son truc. C'était pas le truc.
c'est pas un truc classique de l'extrême droite, vous le reconnaîtrez. Vraiment, la défense des homosexuels, c'est vraiment son truc. Alors jusque-là, on dit. Après, elle va dire, alors ce qui l'intéresse, elle aussi, c'est la souffrance des animaux. C'est un nouveau dada de l'extrême droite aussi. C'est la souffrance des animaux. Ces pauvres animaux qui souffrent, il faut faire quelque chose. Puis, troisième dada, c'est les femmes. Ah non, l'égalité homme-femme. L'égalité des femmes, c'est quand même tellement important, l'égalité homme-femme. C'est devenu un secteur stratégique du Front National. Bon, la lutte contre le capitalisme, qui est de manière générale, hein, tout en montrant que le capitalisme est l'allié de l'islam. Je vous renvoie au bouquin de Richard Millet, pas celui qu'il a publié récemment et qui a défrayé la chronique, mais qui s'intitule Fake du sens, où il explique qu'on voit bien qu'il y a un complot qui est encore plus large, qui est islamo-capitaliste. C'est pour ça qu'il y a des hamburgers halal. Texto dans Fatigue du sens de Richard Millet, qui est un des plus grands écrivains français actuels. Moi, dans le livre, j'en parle un petit peu, et en lui rend. Alors, on m'a dit que c'était ironique, mais c'était quand même pour être sympathique, qui est un peu au plateau de Mille Vaches, ce que Proust est au boulevard Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il s'intéresse au rapport. Je pense qu'il aurait dû rester sur le plateau de Mille Vaches. Du point de vue des descriptions, il serait resté un grand écrivain, parce que là, c'est allé, à mon sens, un peu loin. Je ne sais plus ce que je disais juste avant. Comment ? Voilà. Ah oui, c'est sur les thèmes, sur les différentes thématiques de Marine Le Pen. Oui, ça m'arrive comme ça. Voilà. Alors, elle est sur l'homosexualité, elle est sur l'égalité. Et alors, cerise sur le gâteau, à la fin de son discours, c'est pour la défense du juif, avec un grand J, des juifs. C'est-à-dire, c'est le dada fondamental du Front National et du parti le plus nationaliste qu'on ait en France aujourd'hui. Mais ça, c'est valable. Et puis, bien sûr, à la fin, c'est quand même du bon blanc français. Mais bon, c'est parce que ça ne veut pas dire qu'on a perdu les valeurs d'antan. Et c'est sur l'ensemble de l'Europe. C'est quand même intéressant, ce discours. C'est quand même très intéressant. Parce que, en réalité, ce qui constitue ce discours, c'est un discours qui construit sa positivité programmatique en prenant l'islam comme intégrateur négatif. C'est-à-dire que si les musulmans étaient réputés ne pas se laver les dents, l'hygiène dentaire serait au programme du Front National. Et du coup, là, évidemment, la souffrance des animaux est au programme du Front National parce que là, on tue les animaux, on abat les animaux sans les assommer, etc. Donc il y a ce débat. C'est quand même extrêmement intéressant de se rendre compte de ça, c'est-à-dire que c'est devenu cette espèce d'intégrateur négatif général. Alors la question est, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans le regard européen ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer en plusieurs phases ? Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé si on ne comprend pas la spécificité européenne, mais la spécificité unique dans l'histoire, qui n'est pas la spécificité américaine, de ce point de vue-là. Puisque la spécificité européenne, ce n'est pas d'avoir été une civilisation qui a conquis une autre civilisation ou une multitude d'autres civilisations. Et ça, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est que le monde, c'était l'Europe. Pour parler comme Heidegger, avec le jeu de mots sur arraisonner, mais avec haï, l'Europe a arraisonné le monde, lui a donné la forme de sa raison. Il faut quand même se rendre compte que l'Europe a colonisé le monde, mais non seulement colonisé le monde du point de vue militaire, la puissance militaire de l'Europe, c'est une puissance qui était sans partage, sans équilibre. Même aujourd'hui, avec le soi-disant paternalisme américain, on a un équilibre des forces, c'est-à-dire qu'il y a des contre-forces. Il y a un rapport de force quand même. Avec l'Europe, il n'y avait pas de rapport de force. On ne peut même pas parler de rapport de force. C'est-à-dire qu'il y avait une colonisation totale du point de vue militaire, du point de vue des forces en présence. Du point de vue économique, n'en parlons même pas. C'était le terrain de jeu planétaire. Et je ne dis pas que je suis contre, d'ailleurs. Je vous dis vraiment, hein, n'ayez pas certains, sans avoir lu le livre encore, c'est normal, l'histoire aujourd'hui, disent c'est encore des propos islamo-gauchistes. D'abord, c'est pas islamo, et c'est encore moins gauchiste. Parce que je ne prends pas position, moi je suis pour l'Europe. C'est simple, je suis pour la culture européenne, je suis pour la modernité, même je suis libéral au sens propre du terme. Je crois que j'ai tendance à être contre des lois qui limitent les libertés lorsqu'on n'en a pas besoin à un certain niveau. Mais il faut se rendre compte que l'Europe a aussi colonisé culturellement et symboliquement. C'est pas exactement pareil que culturellement, symboliquement. Symboliquement, ça veut dire que même les élites locales,
elles ont folklorisé leur propre culture. C'est-à-dire que leurs propres cultures sont devenues des cultures qui leur sont extérieures, qui sont devenues exotiques. Mais exotiques. C'est-à-dire qu'un Chinois, encore aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, lorsqu'il se met à faire sérieusement de la musique, donc de la musique dite classique, classique ça veut dire ce qui s'étudie dans les classes, il finit par étudier, par tomber sur Beethoven et sur Mozart. Quelqu'un qui fait de la danse aujourd'hui dans le monde aussi. Ça veut dire qu'un homme d'affaires qui soit japonais, qui soit chinois ou qui soit africain, certes, il va avoir un rapport à sa culture, mais un rapport folklorisé, c'est-à-dire qu'il va se mettre en kimono le dimanche, il va s'habiller d'une certaine manière, mais dans tous les cas, c'est un homme d'affaires, il sera en costume cravate à l'européenne, comme tout le monde, quand il faut être sérieux. Dans les négociations internationales, il y en a bien certains qui essayent de résister. Justement en résistant, ils se situent en négatif de l'Europe pour bien dire qu'ils sont contre ce monde, mais ce monde qui est déjà ce qu'il est, ça va être du genre le colonel Kadhafi, qui plante sa tente, qui fait ça haut en couleur, parce qu'il essaye de donner un autre signe, c'est ça le symbole. Mais de toute façon, ça n'existe pas, c'est-à-dire à l'échelle de ce qu'a été l'Europe. L'Europe a vraiment arraisonné, au sens d'Heidegger, l'ensemble de la planète, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on dit la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas un moment qui est drôle, la Première Guerre mondiale, mais par contre l'appellation est drôle. La Première Guerre mondiale, c'est quand même une guerre européenne. D'accord, ça s'est propagé à l'échelle planétaire, parce que justement, tout le monde s'est mis à prendre position dans un conflit qui était un conflit local. Allemagne, France, puis ensuite, comme c'était le centre du monde, évidemment, tout le monde prenait position et c'est devenu un conflit mondial. Aujourd'hui, on aurait un conflit européen, c'est un conflit local, parce que l'Europe est locale. Ça, c'est la première chose. Or, justement, puisqu'on parle de la Première Guerre mondiale, il se passe quelque chose durant la Première Guerre mondiale. C'est ce que j'appelle la deuxième phase, la deuxième grande phase, qui va être en deux temps, Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale. C'est la montée en puissance d'une nouvelle force qui va devenir la première force planétaire, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que l'Europe, pour la première fois, demande de l'aide ailleurs, de l'aide économique, de l'aide militaire à un niveau très fort. Ce n'était pas le cas encore en 1870, à Sedan. Là, ça s'est transformé, ça prend une autre échelle. C'est-à-dire qu'il y a cet autre acteur qui apparaît sur la scène mondiale, qui devient le premier acteur économique, qui devient le premier acteur militaire, dans un premier temps, la première partie du XXe siècle, avec la contrepartie, la soviétique, c'est-à-dire communiste, autour, en gros, de l'Union soviétique, un peu de la Chine, ce fameux bloc de l'Est, mais globalement avec une domination américaine, domination qui va devenir totale, le fameux paternalisme américain, les gendarmes de la planète, à partir des années 80, où tout s'effondre du côté de l'Est. Pendant ce temps-là, que devient l'Europe? L'Europe réussit le prodige de garder une certaine place, et une place qui n'est pas une place négligeable. L'Europe arrive à garder une place que, moi j'appelle dans un article que j'avais publié il y a 2-3 ans, la place de psychanalyste global, puisqu'on est dans les métaphores psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques. La place de psychanalyste global, pourquoi j'emploie ce terme? Parce que, prenons l'exemple, puisqu'on emploie souvent le mot de paternalisme américain, c'est vrai que les Américains sont devenus les parents de l'humanité, dans un sens. Et ils se comportent avec une forme de paternalisme. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils se baladent sur la planète avec leur porte-avions en disant « Attention, soyez sages, vous avez le droit de dépasser, de faire un certain nombre de choses librement, mais si vous dépassez une certaine limite, ça va mal aller. » Pour ça, avec les Iraniens, par exemple, en disant « On est d'accord pour que vous développiez votre soft power, pour que vous développiez le nucléaire, mais attention, si ça devient du nucléaire potentiellement agressif, on est là. » C'est ce qu'ils ont commencé à faire, d'ailleurs, avec le Japon, en imposant une constitution qui soit une vraie constitution, donc à l'américaine, donc une constitution adulte. Et c'est un peu ce système. Il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler une polarité paternelle. À l'échelle planétaire, c'est la polarité américaine. Et d'ailleurs, les rapports du Congrès des États-Unis d'Amérique
sur la démocratie dans le monde sont des rapports très intéressants, puisque la France était considérée comme non démocratique. Il y a à peu près, je crois, tout début des années 2000, mais avant 2001, 2002, avant 2002, où il fallait que toutes les forces soient réunies, donc il ne fallait pas être trop quand même méchant vis-à-vis de partenaires potentiels quand même. Mais dans la fin des années 90, début des années 2000, à cause du rapport aux sectes, et en particulier aux sectes évangéliques, qui sont très fortes aux États-Unis, et des différentes lois, plutôt des mesures discriminatoires, il faut bien le reconnaître, sur certaines scènes évangéliques qui sont très développées aux États-Unis, le rapport du Congrès, qui est un rapport annuel, hein, comme vous le savez, sur la démocratie dans le monde, disait, bon voilà, on montre les pays où il faudrait aller, où il faut améliorer les choses. Hein. Et donc un pays où il fallait franchement améliorer les choses, c'était en France, qui n'était pas considéré comme un pays démocratique, au sens, il faudrait démocratiser la France. Hein. Dit dans le... Je ne suis pas complètement en désaccord hein, avec ça. Moi, je pense qu'il faudrait démocratiser la France. Et donc il y avait ça dans ce rapport. Après, on voit bien qu'on est dans un rapport de paternalisme, dans le sens où on distribue les bons points, les mauvais points, ceux qui sont gentils, ceux qui sont moins gentils, etc. Face à ça, il y a les enfants infantilisés, qui doivent être gentils, qui parfois sont un peu méchants, sortent de leur gond, on leur tape sur les doigts, ils reviennent. Alors les enfants, ils sont comme tous les enfants. Hein. Ils sont dans un rapport complexe, c'est-à-dire qu'ils sont complexés, ces enfants-là. Donc comme tout complexé, ils peuvent parfois se soumettre pour montrer à quel point ils sont gentils, même anticiper sur ce que pourraient leur demander les États-Unis, mais d'autres ne le supportent pas compte tenu de leur histoire. C'est le cas du Moyen-Orient, où le complexe est plus vif. Pourquoi le complexe est plus vif au Moyen-Orient? Parce que le complexe est plus vif au Moyen-Orient à cause de l'Europe. Il est plus vif à cause de l'Europe parce que le Moyen-Orient, c'est la première civilisation à avoir subi de plein fouet le début de cette hégémonie européenne, c'est-à-dire la transformation de l'Europe en puissance mondiale totale. Alors que c'était une civilisation arabo-musulmane qui jusque-là était en équilibre territorial, culturel, économique même, avec l'Europe, avec des hauts et des bas militaires. Et à partir de 1799, date fatidique, entrée de Napoléon au Caire, toutes les batailles entre le monde européen, christo-chrétien, si vous voulez, christo-européen, vont être perdues par le monde arabe. L'Empire ottoman va être démantelé, ça va être la totale de ce point de vue-là. Ce qui va engendrer, ce qui va être donner naissance à un mouvement à partir du fin du début du 19e siècle, l'orientalisme, c'est-à-dire un regard amusé, condescendant sur tout ce qui a été conquis dans le monde. C'est-à-dire que ces gens-là sont sympathiques, ils ont des tapis volants, c'est les contes des mille et une nuits, ils prennent le thé à la menthe, qu'est-ce que c'est bien. C'est cette espèce de complexe du colon, forme de condescendance coloniale, orientale, sympathique. Où l'Orient, c'est à ce moment-là où l'Orient est mêlé, l'Orient peut être en Occident, c'est-à-dire il peut être du Maroc jusqu'à la Chine. C'est une sorte d'Orient général avec des variations multiples. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en sens inverse, il y a un complexe qui se met en place qui est plus fort qu'ailleurs. Parce que c'est eux qui en premier ont subi ça. Je vous rappelle que l'islamisme, en particulier dans ses versions terroristes, et les frères musulmans sont directement issus de cela. De la recomposition des forces en Égypte, à peu près dans tout le Moyen-Orient, par rapport à ce complexe. Et que à l'islamisme correspond un autre sentiment que nous ne connaissons pas, parce que c'est le sentiment qui est éprouvé là-bas, ce que certains chercheurs appellent l'occidentalisme. C'est-à-dire la vision d'un Occident qui est unifié intentionnellement. Là, pour le coup, la paranoïa, elle est de ce côté. Parce que la blessure narcissique, pour parler comme Freud, puisqu'on est toujours dans le rapport à la psychanalyse, elle est de ce côté. Elle est de ce côté. Or, il se trouve que la polarité paternelle étant passée à l'Amérique, le rapport complexe de haine-passion, on le voit avec l'Amérique. On brûle des drapeaux américains. Mais, comme dans tout rapport de haine-passion, c'est en même temps de l'admiration. C'est en même temps du désir d'aller étudier à Princeton, à Yale, aux États-Unis, dans la Ivy League. Et d'en découdre, d'aller étudier, de dire « on est mieux que vous, parents. Vous croyez que vous nous éduquez, on est complexé par rapport à vous, on va étudier chez vous, mais on peut être mieux que vous. On peut même vous faire sauter les 2 tours. On peut même vous attaquer au cœur de ce que vous êtes. » Donc il y a un rapport complexe, et de complexe, avec une forme d'infantilisation, avec tout ce que ça recouvre de réaction, au sens de réaction chimique,
avec toute la bonne volonté du monde, si on veut. Quelle est la place des États-Unis dans ce champ-là? Pardon, la place de l'Europe dans ce champ-là? La place de psychanalyse globale, c'est que dans le rapport complexe et de complexe, névrotique, entre le tiers-monde infantilisé et l'Amérique paternelle, l'Europe a trouvé sa place de psychanalyse globale tout au long du XXe siècle, étendant tout le monde sur le divan. C'est-à-dire, en étant la conscience morale de l'humanité, en donnant des leçons de morale à tout le monde, en disant, nous on est plutôt du côté du bloc démocratique occidental, mais quand même, on donne des leçons aux États-Unis, ce que parfois les États-Unis n'apprécient pas. Et puis, en sens inverse, on va aller dans le tiers-monde, on va avoir une logique humanitaire, on va être un peu plus pro-palestinien lorsque les Américains ont l'air de ne pas l'être, puis on va faire l'inverse, si les Américains ont l'air de trop l'être, parce que notre rapport est lié, ce rapport était lié à essayer de trouver cet équilibre, essayer de trouver cette place de psychanalyste global. Et les Américains vont marcher dans un premier temps, c'est-à-dire qu'ils vont marcher. C'est pour ça que pour moi, l'entrée dans le 21e siècle pour l'Europe, c'est 2003, c'est pas 2001, c'est-à-dire c'est le premier conflit irakien, c'est le conflit irakien où, pour la première fois, si on regarde ce qui s'est passé diplomatiquement, pour la première fois, les Américains partent au combat en disant aux Européens, qui étaient jusque-là leurs partenaires privilégiés, c'est-à-dire ceux à qui ils demandaient leur avis, conscience morale, vont leur dire, ils vont pas leur demander leur avis formellement, ils vont dire, si vous voulez venir, en gros, pour résumer, vous venez, bien sûr, vous faites partie du même, on est de la même famille dans un sens, mais si vous ne venez pas, de toute façon, vous êtes encombrant. De toute façon, en gros, on y arrive tout seul, on n'a pas besoin de votre force militaire, on n'a pas besoin de vos conseils, on n'a pas besoin de votre stratégie, de votre tactique, etc. Ce n'est pas un problème. Donc, certains vont venir, d'autres ne vont pas venir. D'autres vont pas venir. Ça veut dire qu'à partir des années 2000, l'Europe va perdre, à partir de 2003 en gros, va perdre ce qui restait le dernier bastion de sa puissance perdue, c'est-à-dire son aura symbolique, sa puissance symbolique. On le voit dans le cinéma, dans l'art, dans la culture, dans la diplomatie, dans la remise en cause aujourd'hui de la place de la France ou du Royaume-Uni comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et les États-Unis ne défendent plus la France et le Royaume-Uni dans cette idée de maintenir ces pays. Et tout le monde trouve ça finalement normal que, bon, il n'y a plus de raison pour que ces petits pays soient, alors qu'à côté de ça, soit au Conseil de sécurité comme membre permanent, alors qu'à côté de ça, on a le Brésil, on a la Chine, on a l'Inde, 1 milliard d'habitants, avec une dynamique, une créativité absolument incroyable. Donc les premiers partenaires des États-Unis, c'est plus l'Europe. Et les Européens le ressentent. Regardez, du point de vue du cinéma, on fait cocorico parce qu'on a un film qui a eu un succès énorme à Hollywood. Mais son succès, il vient du fait que c'est un film français qui ne parle que d'une chose, d'Hollywood, des États-Unis, et même quand je dis qu'il ne parle, qui n'en parle même pas, c'est pour ça que c'est un succès. Fou, c'est-à-dire que c'est muet. Au moins, pour une fois, ces Européens ne nous embêtent pas avec leur langage. Qu'est-ce qu'ils évoquent bien ce que nous sommes, nous, Américains? Je vous dis, les Américains n'ont pas de problème d'identité. Alors qu'en Europe, c'est bien différent. On avait cet espoir de peur d'immersion passive au milieu des 30 glorieuses, quand économiquement ça allait plutôt bien. Ça allait encore plutôt bien. On avait déjà ce problème. Je vous ai parlé de De Gaulle. C'est ce que disait De Gaulle. La peur de la mondialisation, l'obsession de la démographie qui se manifeste au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il crée une commission, un conseil chargé de la famille. Il a un plan impeccable. Il faudrait qu'on arrive il voudrait qu'on fasse 10 000 enfants de plus par mois, à peu près. Il y a un projet qui est comme ça. Et qui est supposé réguler l'immigration. Et il va nommer à sa tête, non pas Alfred Sauvy, qui était plus modéré, qui était quand même à l'origine des débats, qui était un démographe célèbre, qui est le fondateur de l'INED, l'Institut national des études démographiques, mais un type qui s'appelle Moko, M-A-U-C-O, un type très intéressant, Moko, qui lui dit l'immigration, alors que Sauvy disait oui, il y a un problème, il faut éviter l'immigration qui vient du Sud parce qu'ils ne sont quand même pas pareils que nous, il faut forcer l'immigration des Hollandais, des Allemands, etc., et des Anglais. Mais Moko, il dit non, si on ne peut pas faire autrement, plutôt Sauvy dit si on ne peut pas faire autrement, il faut quand même des immigrations, même si ça vient du Sud. Mais Moko, il dit si on ne peut pas faire autrement, il ne faut pas qu'il y en ait malgré tout. C'est impossible. Et c'est quand même Moko que le général de Gaulle va nommer. On va avoir le discours des fleuves de sang au Royaume-Uni, je vais finir, ne vous inquiétez pas. On va avoir le discours des fleuves de sang, prononcé par un homme politique célèbre du Parti conservateur britannique, un discours prononcé en 1968,
date intéressante, à la télévision, sans que personne s'y attende, où il dit « C'est l'horreur absolue, il y a des Pakistanais partout. » Je résume, hein, mais vous pouvez regarder, vous mettez discours des fleuves de sang. Il y a des Pakistanais partout au Royaume-Uni. C'est même pour ça que les bons Britanniques de souche, prendre un terme aujourd'hui devenu, ne peuvent même plus, les femmes britanniques n'ont même plus de place dans les hôpitaux pour se faire accoucher. Parce que ces Pakistanais, ils se reproduisent tellement vite qu'ils occupent toutes les places dans les hôpitaux. Et maintenant, les Britanniques pensent à immigrer, ils vont aller aux États-Unis. C'est ce que dit Enoch Powell dans son discours. Ça veut dire qu'on a, au sommet de notre puissance, vous remarquerez que ce sont les deux puissances coloniales qui sont dans ce rapport. Je veux quand même dire quelque chose d'important pour le débat par rapport au rapport à la colonisation. C'est que, comme par hasard, ces discours sont surtout présents chez les deux principales puissances coloniales que sont le Royaume-Uni et la France. Et il va y avoir une politique de décolonisation qui est en réalité une politique de fermeture des frontières. C'est-à-dire que la logique, c'est ce qui explique l'ambiguïté du discours de De Gaulle. Je vous ai compris, ah oui, bien sûr, je veux la France de Dunkerque à Taman Rasset. Mais d'un seul coup, il le dit lui-même, hein, d'un seul coup, il dit, mais si ça se trouve, il y aura 600 députés arabes à l'Assemblée nationale. Il prononce le mot 600. Je ne sais pas pourquoi il dit 600, hein, c'est ce que rapporte Pierre Fitt. Et alors là, c'est plus possible. Il a tellement peur démographiquement qu'il y a un problème, qu'il change son fusil d'épaule et il décolonise. Alors évidemment, il dit oui, c'est pour les peuples qui doivent être indépendants, autonomes, etc. Et la stratégie de la France, comme du Royaume-Uni, avec des cultures différentes, c'est de comment faire pour pouvoir fermer les frontières du point de vue de l'immigration, pour pas que ce soit un terrain de jeu, c'est-à-dire que les individus venant du Commonwealth, pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire du Pakistan, puissent venir librement en Angleterre. Comment faire pour fermer les frontières, tout en pouvant garder ces pays comme étant des terrains de jeu économiques. C'est ce qu'essaye de faire la France avec la communauté française. Et on est dans cette logique. Dans les années 80, on pourra en discuter alors peut-être dans le débat, on a la deuxième génération des Français d'origine maghrébine en particulier qui vont devenir plus actifs que jadis. Et donc, ils vont, dans cette espèce de nouvel activisme, se revendiquer comme musulmans. On a les premiers événements internationaux, 1979, la révolution en Iran, donc une image internationale de l'islam qui devient de plus en plus déplorable, qui est saisie par ces minorités qui se sentent un peu oppressées au sein même de l'Europe. Et donc, le regard des Européens qui commencent à entrer dans la crise économique à la sortie des 30 Glorieuses, vont se les représenter comme des commissaires, comme ceux qui prennent l'emploi. C'est là une sorte de cercle vicieux qui va se mettre en place, c'est-à-dire que ce que Farhad Khosrow-Khavar appelle l'islamisme sans islam, c'est-à-dire des individus qui, parce qu'ils sont frustrés, n'étaient absolument pas musulmans au début, c'était des voyous de banlieue, mais ils se rendent compte qu'on a peur de l'islam, et donc pour donner un sens à leur vie, alors qu'ils ne parlent pas arabe, qu'ils ne connaissent rien à l'islam en général, ils vont devenir musulmans à cause de l'islamisme, c'est ce que Farhad Khosrow-Khavar appelle islamisme sans islam, c'est-à-dire qu'ils vont devenir musulmans, mais uniquement pour faire peur, et uniquement même pour passer à l'acte. Et on va voir apparaître tous ces phénomènes-là, mais qui seront encore avec une sorte de scène théâtrale morbide, réactive. Mais dans les années 2000, ça va s'accentuer avec cette logique paranoïaque. Et je crois qu'aujourd'hui, finalement, on a vu tous ces débats sur l'identité européenne. Qu'est-ce que ça voulait dire, identité européenne? À l'ensemble, l'identité française, l'identité britannique, l'identité... Pas seulement en France, il y a eu un débat là-dessus. Pas seulement en France. Ces débats, identité, ça veut dire, est-ce qu'on peut être identique à ce qu'on a été? La réponse est non, puisque nous avons été le monde. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une partie du monde. Et ça, c'est insupportable pour les Européens, d'être une partie du monde, de ne plus avoir cette condescendance, ce sentiment de supériorité, et de gérer la place que nous avons. C'est insupportable parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. C'est donc une blessure narcissique plus profonde encore que celle qu'a subie le monde arabe et musulman. Donc, ces Européens, ils pourraient quand même devenir une partie importante du monde. Parce que le produit intérieur brut, par exemple, de l'Union européenne, si on prend l'ensemble des pays, c'est quand même le premier produit intérieur brut mondial, qui est au-dessus de celui des États-Unis. Sauf que, comme le dit Alain Touraine, c'est un pouvoir faible, ça ne représente rien. Alors ils le comprennent quand même, les Européens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de s'unifier. Ils essayent de former une fédération, c'est-à-dire pas une sorte de fausse confédération qui ne rime pas à grand-chose.
Est-ce qu'ils y arrivent? Non. Ils finissent par discuter de leur identité. Lorsqu'on parle de constitution, ils parlent de leurs racines communes, le territoire, d'où on vient. Alors certains disent c'est la philosophie des Lumières, les Européens, les Français. Puis d'autres disent non, c'est le protestantisme, c'est le christianisme catholique, plutôt au sud. Et à la fin, ils n'arrivent plus à savoir ce qu'ils sont, parce que de toute façon, plus personne n'y croit vraiment. Et alors ils disent, c'est sûr, on ne sait pas ce qu'on est, mais alors par contre, on sait ce qu'on n'est pas, musulman. C'est ce que j'appelle le musulman métaphysique. C'est un musulman qui ne correspond plus à la réalité de la multiplicité des islams, qui correspond à peu près, et là, franchement, ça me fait frémir, à ce qu'était devenu le juif dans les années 30, c'est-à-dire un juif qui, s'il se cachait, s'il n'était pas présent, on disait « Ah, il se cache, il prépare quelque chose ». S'il était trop visible, on dirait « Ah, on voit bien qu'il a cette espèce de sentiment de supériorité ». Ce que j'emploie cette expression à Jean-Paul Sartre dans Réflexion sur la question juive, qui parle de juif métaphysique. Il dit que le juif réel, c'est volatilisé. Aujourd'hui, le musulman réel, c'est volatilisé. Et il s'est volatilisé, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Parce que vous allez me dire, le terrorisme, il s'est volatilisé pour les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire que pour certains musulmans dans les cités, le rapport qu'ils vont avoir à l'islam, c'est entièrement la projection des frayeurs des Européens et des Français en particulier. Et donc l'image qui est pour nous une image répulsive du djihadiste, maintenant c'est devenu salafisme, alors que les journalistes disent que le salafisme dans une multitude, hein, c'est devenu salafisme, le mot valide. Les jeunes, ces jeunes-là, ils vont du jour au lendemain, un type comme Ahmed Merah est classique à cet égard, il voulait être légionnaire, il n'a pas été légionnaire, il est tellement frustré qu'il a fini par commencer par tuer des légionnaires, après il a tué des juifs, parce que c'était aussi l'objet de sa frustration en raison de fantasmes confus sur Israël, Palestine, le fait les oppresseurs, les oppressés, etc. Et donc quasiment, aujourd'hui, tout ce qui se passe, compris ce qui se passe de façon très réactive et très violente, est lié à ce rapport complexe avec la paranoïa européenne. Merci. Merci.